Le 26 décembre 1934 commençait la deuxième campagne de fouilles à Tel Hariri. L'année précédente, André Parrot avait pu identifier le site avec l'antique ville de Mari. Après les découvertes au temple d'Ishtar, qui avait livré de nombreuses sculptures présargoniques, Parrot a décidé, pour cette deuxième campagne, de s'attaquer au sommet du Tel, à un peu plus de 13 mètres de hauteur, en vue d'un sondage stratigraphique. Très vite apparaissent les pièces d'un grand bâtiment dont Parrot soupçonne rapidement qu'il s'agit d'un palais. Toute la petite équipe est mise à contribution et le 5 février 1935, André Bianchi, photographe de la mission, travaille au dégagement de la salle 5. Les salles ont gardé le numéro qui leur ont été attribués au fur et à mesure de la fouille, et c'est à ce moment-là que sont découvertes les premières tablettes des archives royales de Mari. Pas une ou deux, plus de 1000 tablettes contenues dans 5 jarres qui furent par la suite publiées par Maurice Biraud en 1960, Archives royales de Mari, tome 9, avec 300 numéros, et en 1964, la suite dans ARM 11, 747 numéros. Dans 2 jours, ce sera donc le 90e anniversaire de cette découverte, et je voulais le célébrer avec vous ce matin. Aujourd'hui, pas moins de 9673 textes de ces archives ont été intégralement publiés, sans compter les nombreuses citations, encore 327, et nous franchirons le cap des 10 000. Il faut le dire, si l'on compte en nombre de textes et pas en numéro d'inventaire qui inclut de nombreux fragments jointifs, aucun site mésopotamien régulièrement fouillé n'a actuellement un corpus publié aussi important. Mais revenons à notre galerie de portraits. Après celui du roi Zimri-Lim, puis des femmes de son harem, nous abordons aujourd'hui une série de 3 cours consacrés aux membres masculins de l'entourage du souverain. En ce qui concerne la correspondance, certains de ces individus posent un problème que je n'ai qu'effleuré la semaine dernière à propos de la reine Shiptou. En effet, ceux qui étaient en contact quotidien avec Zimri-Lim n'avaient pas besoin de lui écrire. D'où le paradoxe, ce sont les individus les plus proches du roi qui sont, a priori, les moins bien connus. Mais nous avons malgré tout 2 jokers, si vous me permettez l'expression. D'abord, le fait que Zimri-Lim est parti pratiquement chaque année en campagne militaire pour plusieurs mois. Or, tout son entourage ne l'accompagnait pas sur le terrain, d'où des échanges épistolaires très précieux. On l'a vu déjà avec Shiptou précédemment. Autre chance, ses proches du roi, hommes de confiance, recevaient parfois des missions ponctuelles. Étant envoyés à l'étranger, ils rendaient compte de leurs déplacements, parfois au jour le jour. Et enfin, on peut utiliser la très riche documentation administrative qui nous permet notamment d'ancrer ces différents déplacements dans le temps. Aujourd'hui, nous commencerons par une vue d'ensemble du personnel palatial, mettant ensuite l'accent sur les barbiers et les échansons, et nous finirons par le portrait du secrétaire de Zimri-Lim. Au sein du personnel palatial, je ferai donc un sort particulier aux barbiers et aux échansons, mais il faut commencer par une vue d'ensemble, et pour ce faire, j'utiliserai l'étude publiée par Nele Ziegler en 2019 sur les hommes au service du roi de Mari. Celle-ci est partie du texte FM 360, qui est un bordereau mensuel des dépenses d'huile pour le 10e mois de la première année de Zimri-Lim. On y voit d'abord la ration du roi, puis le total des rations distribuées aux femmes du harem, dont on connaît le détail par d'autres textes, et qui sont résumées comme le palais. Et pour cette raison, Nele Ziegler estime que toutes les autres personnes citées ensuite habitaient en dehors du palais, même si elles étaient au service du roi. Viennent ensuite les rations de 3 nourrices, et on sait que ces nourrices, en effet, vivaient à l'extérieur.
puis les rations de 254 bédouins formant la garde du roi dirigée par Kalaloum. Alors je n'ai pas le temps de développer cet aspect, mais je vous renvoie à la toute récente étude de Denis Lacambre à ce sujet, qui est accessible en ligne. J'indiquerai simplement que ces bédouins étaient membres de la même tribu que Zimrilim, c'est-à-dire, nous l'avons vu, celle des Simalites. La grande majorité était affectée à la garde de Marie, mais une trentaine se trouvait, non loin de là, à Tsouproume. On trouve ensuite les rations de 51 hommes décrits comme Shah Temeni, c'est-à-dire les domestiques en charge de l'appartement du roi, dont nous avons vu qu'il était situé à l'étage, au sud de la grande cour 131. Suivent les rations de 19 hommes chargés de porter le palanquin servant à certains déplacements du souverain. Et on a, pour terminer, les rations de 16 soldats étrangers, originaires de Nourougoum, sur le Tigre, qui formaient sans doute les gardes du corps du souverain. Mais on possède d'autres listes bien différentes. Une des plus intéressantes est ARM 21 398. On y trouve énumérés 3 administrateurs, Moukanichoum étant à leur tête, on reviendra sur lui dans 2 semaines, puis 9 échansons, puis 19 barbiers, dont 17 qui sont dits Ouchmou, et, pour finir, un valet de chambre, Kissalouroum. La tablette donne alors le sous-total en indiquant qu'il y a 32 Kirisakoum de l'intérieur. Alors la lecture Kirisakoum, c'est une lecture phonétique d'un idéogramme sumérien, Girsigga, qu'on lisait traditionnellement Gersekoum. Il s'agit du personnel palatial masculin. Nélé-Ziegler a proposé que certains d'entre eux aient été des eunuques, car on les voit entretenir des relations étroites avec des femmes du harem, ce qui serait difficilement concevable autrement. Elle a également proposé que les enfants que le roi avait avec ses concubines aient fait partie des Kirisakoum. Leur statut de bâtard ne leur permettait en effet pas d'être considérés comme des princes du sang. La liste ARM 21 398 énumère ensuite des sourds de 2 catégories. Nous savons que ces serviteurs sourds étaient appréciés par la discrétion qu'on pouvait par nature attendre d'eux, et c'était notamment le cas des porte-parasols qui se trouvaient forcément à proximité du roi, mais ne pouvaient rien entendre des conversations confidentielles que celui-ci pouvait avoir. Passons maintenant aux barbiers. L'importance des barbiers auprès des rois est bien connue, notamment des amateurs d'histoire de France. Vous avez tous en tête l'histoire d'Olivier le Daim, qui fut barbier du roi Louis XI, qui bénéficia des faveurs du souverain, mais qui commit plusieurs abus et finit pendu au gibet de Montfaucon en 1484. Il est certain que laisser un individu s'approcher de soi, un rasoir à la main, suppose d'avoir en lui non pas une certaine confiance, mais une confiance certaine. Et cela explique pourquoi les barbiers des rois étaient chargés de missions qui allaient bien au-delà de leurs prérogatives habituelles. J'ai déjà émis l'hypothèse que le chef des barbiers de Zimrilim était un certain Darish Libour, et je voudrais expliquer aujourd'hui sur quoi repose cette proposition. Son titre demeure inconnu. Au contraire des textes d'Issine ou de Babylone, les archives de Marie ne documentent ni le titre de chef des barbiers, ni celui de barbier du roi. Mais je pense que Darish Libour occupait une place de ce genre. Cela se voit à ses attributions et aussi au fait qu'il fut chargé de missions diplomatiques très délicates. Son sceau ne nous dit pas grand-chose, puisqu'il a comme légende Darish Libour, fils de Libour Nadinchou, serviteur de Zimrilim. Mais il faut quand même commencer par commenter le nom même de Darish Libour. On est dans une civilisation où tous les noms
ont un sens, et Darichlibour signifie qu'ils vivent longtemps, non pas le porteur du nom, mais le roi au service duquel il se trouvait. C'est un nom typique de dignitaire de la cour. Par ailleurs, le père de Darichlibour, Libour-Nadin-Chou, n'est pas connu, mais en revanche, on connaît bien le fils de Darichlibour. On possède en effet de nombreuses empreintes de son sceau, dont la légende était la suivante. Anassin Taklakou, fils de Darichlibour, serviteur de Zimrilim. L'iconographie est très belle. On voit à droite le roi qui rend hommage à un dieu guerrier qui tient une arme dans chacune de ses mains et qui piétine un ennemi. Et à gauche, on a deux déesses, les mains levées, la dernière étant vraisemblablement la déesse Ishtar, qui est représentée portant une cape, mais sous laquelle elle est nue, donc la déesse à la fois de la guerre et de l'amour, on le sait. Ce sceau représente un cas très étrange. On a donc 64 scellements qui ont été retrouvés dans le palais de Marie, mais la matrice du sceau a été retrouvée sur le marché des antiquités de Téhéran. André Parrot la fit acquérir par le Louvre en 1966, mais le plus surprenant, c'est que la légende n'est pas la même que sur les empreintes retrouvées à Marie, alors que l'iconographie est exactement la même. Et si l'on regarde bien la légende, on voit la trace de signes qui ont été effacés. Et on lit avec Dossin Adad Sharoum, fils de Shamayatoum, serviteur de Ilabrat. La conclusion est claire, au moment du pillage du palais de Marie, cette matrice a été emportée en Babylonie et elle a fini entre les mains d'un nouveau propriétaire qui a fait effacer la légende qui existait et graver son propre nom. Ce qu'on ignore, c'est pourquoi cette matrice s'est retrouvée en Iran. Mais il y a plus. Grâce à Archibald II, encore une fois, j'ai fait en préparant ce cours une découverte. En effet, Adad Sharoum, fils de Shamayatoum, est attesté dans un document de Karchamash, une ville proche de Sipar, en l'an 25 de Samsu-Iluna. Donc voilà le second propriétaire de ce sceau qui est désormais identifié. Je referme la parenthèse pour revenir à Darichlibour, le père d'Anassin Taklakou. On trouve l'empreinte de son sceau sur quelques documents administratifs, mais l'essentiel se trouve sur ce que Parrot appelait des bouchons de jarre et qu'on a identifié par la suite comme étant en réalité des scellements de porte. Le drame, c'est que pratiquement aucun de ces objets n'a de localisation précise dans le palais. Et il s'agit bien d'un drame en l'occurrence, car il est à peu près certain que ces scellements de porte nous auraient permis de localiser avec certitude la pièce des barbiers dont Darichlibour était responsable. Il existait en effet, dans le palais de Marie, un espace qualifié de pièce des barbiers, donc décrite avec le sumérogramme E2 Shu-I Mesh, en acadien Bit Gallabi, et on possède plusieurs inventaires du matériel qui y était stocké, qui ont été réunis par Ilya Arkhipov dans le tome 32 des Archives royales de Marie en 2012, mais l'étude qu'il avait annoncée de ce groupe de textes n'a pas encore paru. Le document le plus complet, c'est une tablette qui date du 14 du premier mois de l'an 5 de Zimrilim, une grande tablette qui comporte 2 colonnes par face d'environ 70 lignes chacune, et le texte s'achève de cette manière: inventaire Pikitum des objets de la pièce des barbiers, qui est sous la responsabilité de Darichlibour, donc inventaire fait dans la cour du palmier, en présence du roi, par l'intermédiaire de Akbahoum, Abiépour et Kapi Addou. Les différentes catégories
de biens inventoriés sont les suivantes. On a d'abord des bijoux, puis des armes, de la vaisselle et de nombreux objets précieux, récapitulés par la rubrique « Objets d'or et d'argent ». Puis on a encore des armes, des récipients et des outils qualifiés de objets de bronze. Et on a ensuite des armes en bois, des habits et des objets en cuir. Il y a, Ripoff a noté, le texte date du début de l'année 5 et fut sans doute rédigé dans le cadre des mesures de contrôle prises après la guerre d'Eshnouna, comme le recensement de la population. De très nombreux fragments parallèles à cet inventaire appartiennent en partie à ces quelques duplicata et en partie à des textes postérieurs, datant notamment entre les années 7 et 9, mais très proches. Il faut insister sur le fait que Darishnibur est nommé comme responsable de ce local et de son contenu, mais que l'inventaire a été effectué par 3 autres personnes, Akbahoum, Abiepur et Kabiyadou. Comme le disait Lénine, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais mon père ajoute toujours, mais le contrôle n'exclut pas la confiance, et de fait, Darishnibur resta en fonction après cette opération d'inventaire, donc on n'a pas repéré de malversation auxquelles il aurait pu se livrer, alors qu'on a d'autres exemples de ce genre de cas. Le texte M12668 que nous venons de voir, étant mal conservé sur sa face, on n'y trouve aucun instrument de travail des barbiers, mais ils sont mentionnés par d'autres inventaires. Je citerai ARM 25-728, dont l'énumération est très signifiante. Après différentes sortes de bassins, on y voit un miroir, 2 lampes, différents récipients, un brûle-parfum, puis un sac. Et la liste des objets contenus dans ce sac est très significative. C'est la partie qui est inscrite en retrait sur la face de la tablette. Dans le sac, nous trouvons en effet un rasoir en bronze avec un manche en albâtre et un plaquage en or, s'il vous plaît, un autre rasoir avec un manche en bois précieux, une pierre à aiguiser, 2 boucles d'oreilles, un fer à friser, un peigne, 3 perles, et puis malheureusement, la suite est cassée. Le revers mentionne essentiellement des vêtements. Il est bien fâcheux que cette tablette n'ait pas pu être complétée avec un fragment qui nous aurait donné la rubrique et la date, mais il s'agit clairement d'un inventaire des ustensiles dont un barbier avait besoin et de la garde-robe dont il était responsable. La conclusion qu'on peut tirer de tout cela est double. D'abord, les barbiers s'occupaient de l'aspect physique de leurs clients. Ils soignaient sa barbe et sa chevelure, les régularisant et les frisant. Mais leurs soins corporels allaient bien au-delà. Les différents récipients que nous avons vus inventoriés devaient aussi servir aux ablutions, voire davantage, certaines bassines pouvant être utilisées pour des bains, ce sont des sortes de tubs, comme nous dirions. Et puis, une fois le client propre, le barbier l'aidait à revêtir ses habits. Enfin, il lui mettait ses bijoux. Nous sommes dans une civilisation où les bijoux n'étaient nullement l'apanage des femmes, et c'est, en plus des textes, ce que nous montrent des sculptures, mais aussi des peintures qui nous sont parvenues. Et vous voyez ici, au cou des 2 personnages dont la tête est conservée sur cette peinture de Marie, 2 très beaux colliers. Darishnibur, en tant que responsable de la pièce des barbiers, était donc à la tête d'une partie du trésor royal, mais pas de la totalité. L'autre partie était formée de la vaisselle, qui était placée, comme nous le verrons, sous la responsabilité des échansons. La pratique consistant à envoyer une tablette au roi et un double à un haut fonctionnaire de son entourage, qui est surtout attesté pour Shunuraralu, le secrétaire du roi, comme nous le verrons tout à l'heure, l'est aussi à l'occasion pour d'autres membres de l'entourage du souverain, comme Darishnibur, qui écrivit à l'intendant Mukanishum ceci : « J'ai pris connaissance de la tablette de toit que tu m'as fait porter.
Celle que tu m'as envoyée à l'intention du roi, je la lui ai fait entendre. Il y a prêté grande attention. Le roi t'a envoyé réponse à ta tablette avec instructions détaillées. Et donc ici, c'est Darich-Libour qui joue un rôle semblable à celui que tient d'habitude le secrétaire du roi. On peut penser que Zimrilim est alors en voyage, accompagné par Darich-Libour. Mais ça signifie que Darich-Libour sait lire, on reviendra sur cette question plus tard. Son rôle auprès du roi apparaît également dans la lettre que lui écrivit la princesse Tispatoum, je cite, « Si tu es réellement un père pour moi, fais-moi en l'occurrence une faveur. J'ai écrit au roi au sujet de ma mère nourrice. Il faut que mon père intervienne au secours de ma requête. Interviens au secours de ma requête. Qu'on ne garde pas ma mère nourrice. » Et elle ajoute, « Autre chose, voici que je te fais porter telle quantité de pain d'épices pour ton ordinaire. » Donc on a ici une belle demande d'intercession, un thème que j'ai étudié il y a quelques années, et on voit l'accompagnement de la requête par un présent, qui est également une habitude des correspondants du secrétaire du roi. Nous le reverrons un peu plus tard. Un dossier très intéressant est formé par plusieurs lettres envoyées à Zimrilim par Darich-Libour. Le roi de Mari venait de vaincre les nomades yaminites, dont plusieurs rois s'étaient réfugiés dans le royaume d'Alep, et Zimrilim réclama à Yarimlim, le roi d'Alep, l'extradition de ceux qu'il considérait comme des rebelles. Et pour traiter cette affaire délicate, il envoya Darich-Libour à Alep. Je ne vais pas traiter maintenant ce dossier, mais je me limiterai à une remarque concernant les lettres en elles-mêmes. Je vous avais indiqué tout à l'heure que Darich-Libour savait manifestement lire, mais on a un texte qui nous montre qu'il savait également écrire. Un certain Idin Dagan lui écrit en effet « À présent, si tu es vraiment mon frère et si tu m'aimes, écris-moi les nouvelles complètes que tu as entendues de la bouche du roi et fais-les-moi porter. » Et ici, « écris-moi », le verbe est au système 1, comme nous disons dans la grammaire acadienne, et non pas au factitif, système 3, comme on aurait pu s'y attendre. Alors, quand Jean-Marie Durand a publié dans Florilegium Marianum 7 ce lot de lettres de Darich-Libour, il a indiqué qu'elles se reconnaissent au premier coup d'œil par une graphie et une mise en page très particulières. Et donc, on peut penser qu'elles étaient de la main même du haut fonctionnaire en mission dans le royaume d'Alep. Il est en effet peu vraisemblable que Darich-Libour ait eu recours à un scribe local, vu le caractère très sensible du dossier. Je doute qu'il ait pris le risque de voir ses comptes rendus être ébruités à l'extérieur. À son arrivée à Alep, Darich-Libour avait envoyé une lettre sur un tout autre sujet que l'extradition des rois yaminites. C'est une affaire qui a été reconstituée par Nele Ziegler dans un très bel article des mélanges offerts à Jack Sasson. Je lis ce texte. « Dis à mon seigneur, ainsi parle Darich-Libour, ton serviteur. Je suis arrivé à Alep et Elilich m'a dit au sujet de l'enfant fils de Shamash-Natsir, la main du Dieu qui est sur lui reste menaçante. Une fois, 2 fois déjà, lorsqu'il vivait auprès du roi, il a été touché, sous-entendu par la maladie. Or, j'ai souvent entendu dans mon entourage ceci, il y a quelqu'un à Marie qui peut ôter la main du Dieu. Celui qui est touché va jusqu'à Marie et la main du Dieu est ôtée. » Darich-Libour reprend la parole. « À présent, si l'affaire plaît à Monseigneur, que Monseigneur m'écrive, afin que je ramène ce garçon avec moi et qu'on ôte la main du Dieu qui est sur lui. » Et donc, on voit que il y a la possibilité de faire guérir cet enfant à Marie. On sait que des allusions à certaines divinités guérisseuses sont disponibles, et ôter la main du Dieu, c'est la façon de dire qu'on va obtenir la guérison pour celui qui a été frappé de cette manière. On passe maintenant aux échansons, et je ferai observer pour commencer que la crainte d'être empoisonné était particulièrement vive plus tard chez les rois perses.
Selon Hérodote, ceux-ci faisaient transporter dans leur suite de l'eau du fleuve qui coule près de Suse, dûment bouillie, et placée dans des grands vases en argent fermés pour être sûr d'éviter le pire. Et Xénophon ajoute de son côté, il faut dire que les échansons du roi, chaque fois qu'il lui présente la coupe, y puisant avec le sciate, se versent quelques gouttes dans la main gauche et les avalent, afin que, s'ils avaient versé du poison, cela ne leur profitât pas. Autrement dit, le rôle des échansons était, d'une certaine manière, tout aussi crucial pour la sécurité du roi que celui des barbiers. En babylonien, on connaît deux termes, celui de shakum, traditionnellement traduit par échanson, mais il y a aussi celui de zabardaboum, qui est dérivé du sumérien zabardab, qui signifie étymologiquement celui qui tient la coupe en bronze. Le rapport entre ces deux termes est loin d'être simple, mais à Marie, l'essentiel des références concerne les shakous. Deux ouvrages ont été consacrés partiellement à leur travail. L'un a mis l'accent sur leur gestion de la vaisselle précieuse, c'est le volume 31 des Archives royales de Marie, que Michael Guichard a publié en 2005, et l'autre est consacré au vin, c'est le volume 11 de la série Florilegium Marianum, publié par Grégory Chambon 4 années plus tard. Une lettre de Zimrilim nous donne des indications sur le rôle des échansons, en l'occurrence celui qui s'appelle Tzitkum Matsi. Dit Ashiptu, ainsi parle ton Seigneur, ouvre l'entrepôt Rukboum contenant les jarres de vin de Samoum, et que Tzitkum Matsi, selon ce qu'il sait faire, purifie les jarres qui sont dans son service, et sur le vin qui est au mur, c'est-à-dire celui qu'on a apporté de Carchemish, et sur le vin de Samoum qu'Hammurabi d'Alep m'a fait porter, qu'il trouve 10 jarres de vin de la qualité que je bois, et 10 jarres de vin de Samoum de deuxième catégorie. Ensuite, remets ces jarres de vin à Bardélim, et qu'il me fasse porter une jarre. Apparemment, le roi a senti que ces indications étaient un petit peu confuses et il a envoyé une deuxième lettre sur le même sujet qui est un peu plus précise. Dit Ashiptu, ainsi parle ton Seigneur. Hammurabi, roi de Babylone, m'a écrit pour avoir du vin. Voilà que je viens de te faire porter le seau à monture. Ouvre la pièce des vins et que Tzitkum Matsi soit présent, qu'il purifie les jarres qui sont dans son service, il faut qu'il établisse que les 11 jarres de vin de Samoum sont de catégorie taboum, donc de catégorie bonne, de la sorte que je bois, précise le roi, et opère, pour en être sûr, une décantation dans un récipient. Fais remplir 10 jarres de vin de Samoum et scelle-les avec ce seau, puis donne-les à Bardilim, ainsi qu'une que vous aurez fait décanter, envoie-la-moi et fais-la-moi porter jusqu'en amont. Renvoie-moi le seau à monture. Koutkoutoum m'a apporté 60 jarres de vin de deuxième catégorie. Autre chose, fait porter au messager de Babylone du vin de première catégorie. Donc les deux lettres sont suffisamment parallèles pour qu'on soit sûr qu'il s'agit de la même affaire et les variantes sont intéressantes à scruter. On voit d'abord qu'un même local peut être désigné de deux façons différentes. Dans la première lettre, il est question d'un entrepôt Rukboum, alors que la seconde lettre parle de la pièce des vins. D'un côté, une indication de type architectural, et de l'autre côté, une désignation en fonction du contenu de la pièce. On voit par ailleurs, dans la seconde lettre, Zimrilim décrire plus en détail les procédures à la fois administratives et techniques qui doivent être suivies. Il souhaite manifestement qu'aucune erreur n'intervienne et que le vin envoyé à Babylone soit de la meilleure qualité possible. Et les détails sur la pratique du scellement sont intéressants. Il faudra que Hammurabi, à Babylone, constate que l'envoi provient bien de Zimrilim en personne, alors qu'il n'est pas dans son palais, mais c'est ce que lui montrera l'empreinte de son sceau personnel sur les scellements de jarres. On a également une lettre du gouverneur de Terka, Kibridagan, qui nous informe sur les activités d'un échanson étranger.
Et cette fois, le terme emploie le mot rare de Zabardaboum, donc que Jean-Marie Durand avait choisi de traduire par sommelier pour distinguer avec les chansons chakoum. Dit à Monseigneur, ainsi parle Kibri Dagan, ton serviteur, Monseigneur m'avait donné ses instructions à propos des jarres de vin à prendre pour Atamroum, donc un roi de Haute-Mésopotamie, sur les bateaux des gens d'Imar. Ce sont les gens d'Imar qui font descendre jusqu'à Marie les jarres de vin qui proviennent notamment de Carchemish, qui est une des régions productrices de vin les plus connues. J'ai moi-même fait monter au palais, Manum Balum Shamash, le sommelier d'Atamroum se tenant à mes côtés, toutes les jarres de vin de ces bateaux. Sur ces jarres, on en a choisi 90 de bonne qualité et on les a prélevées. Le restant, les jarres qui n'étaient pas de bonne qualité, on les a retournées. Voilà que j'ai fait charger ces 90 jarres de vin sur un bateau et j'ai fourni à Manu Balou Shamash, le sommelier d'Atamroum, un hôte pour le mener à bon port. Le principal échanson de Zimrilim se nommait Pouzour Shamash. La légende de Soso est connue, même si la dernière ligne, celle qui nomme son père, n'est pas de lecture assurée. Ça commence par Zimrilim, aimé par Dagan, et on a ensuite Pouzour Shamash, fils de, et puis le nom de son père, il n'est pas tout à fait clair. Quoi qu'il en soit, une telle légende, avec en tête le nom du roi suivi d'une épithète, est le signe d'une haute place hiérarchique. Pouzour Shamash n'est cependant pas bien connu, faute de lettres qu'il aurait écrites ou dans lesquelles il serait mentionné. Il est surtout présent dans les documents de comptabilité. C'est en effet lui qui était responsable de la vaisselle précieuse de Zimrilim. Il recevait donc les vases en or, les vases envoyés en cadeau par des rois étrangers, en l'occurrence celui-ci est en or, je cite, un vase pour Sitoum en or, d'un poids de 5/6 de mine, apport de Yataramim, roi de Carchemish, transmission à Pouzour Shamash, et ensuite on a la date, on est assez tard dans le règne de Zimrilim. Inversement, c'est Pouzour Shamash qui était responsable des dépenses qui étaient effectuées sur les stocks de vaisselle du roi. Je cite, un vase Bahliloum en argent d'un poids de 6 cycles 2 tiers et 15 grains, selon les poids du service du roi, pour Soumoumadar, le fils de Hayasumu, à Nagar, dépenses sous la responsabilité de Pouzour Shamash, le 13 du mois 12 de l'an 12 de Zimrilim. Et Pouzour Shamash gérait par ailleurs les réserves de vin, comme en témoigne, parmi bien d'autres, ce petit billet, 16 jarres de vin qui ont été puisés dans des récipients Koutoum et qui sont sortis de la pièce scellée du roi pour le repas des Babyloniens reçu par Pouzour Shamash. La complémentarité entre Darishlibour et Pouzour Shamash se voit très bien lorsque Zimrilim entreprit un long périple qui le mena jusqu'à Ougarit, non pas pour passer des vacances au bord de la Méditerranée, mais dans le cadre d'une campagne militaire menée contre Ougarit par le roi d'Alep, aidé donc par Zimrilim. Au départ de cette expédition, qui dura plusieurs mois, différents sacs avec des bijoux ou de l'argent ont été remis à différents dignitaires qui devaient accompagner le roi. Moukanishum, qui lui devait rester à Marie, reçut, je cite, un sac contenant 2 tablettes scellées des inventaires de Darishlibour et Pouzour Shamash, et il était prévu, par ce texte, qu'au retour du roi, un bilan serait effectué. Et de fait, une comptabilité très précise a été faite des cadeaux faits par Zimrilim en cours de route ou reçus par lui, et qui ont été étudiés de façon remarquable par Pierre Villard il y a déjà bien longtemps. Darishlibour contrôlait notamment les entrées et les sorties de bijoux, tandis que Pouzour Shamash était responsable de la vaisselle précieuse reçue ou donnée. Mais le retour a été perturbé par l'invasion élamite, j'ai fait allusion dans le deuxième cours,
qui obligea Zimrilim et ses troupes à rentrer rapidement les bagages restant en arrière. Et précisément, une lettre de Bardilim informa le roi, parti dans le triangle du Rabour, que ces bagages étaient bien arrivés dans la capitale. Je cite, « Les objets des échansons, or et argent, tout ce que Puzur Shamash avait confié à Machoum et Laoum est en bon état. On l'a fait parvenir à Marie. En outre, les objets des barbiers d'Utsur Pisharim, que l'on avait fait embarquer avec eux sur une barque, sont en bon état et viennent d'arriver. » On retrouve ici la répartition entre les biens précieux des échansons, dirigés par Puzur Shamash, et ceux qui relèvent des barbiers. Ici, vous voyez qu'il n'est pas question de Darish Libour, mais c'est sans doute parce que celui-ci avait accompagné le roi dans son expédition contre les troupes élamites. Et c'est donc un subordonné, Utsur Pisharim, qui le remplaça. Et nous passons maintenant à la troisième figure dont on va faire le portrait, à savoir Shunuraralu. Nous le connaissons bien, c'est lui qui lisait au souverain le courrier émanant des responsables du royaume et qui écrivait les lettres que le monarque envoyait en réponse, mais pourtant, les données à son sujet n'ont pendant longtemps pas été évidentes et il a fallu des années pour que son portrait se précise. En 1979, dans le répertoire analytique, Maurice Biraud l'identifiait avec doute comme un favori ou bien le secrétaire de Zimrilim. Maintenant, nous savons que c'est en effet sa fonction de secrétaire qui le caractérisait. Alors, l'hésitation de Maurice Biraud s'explique par le fait que le titre de scribe d'Upsar ne figure pas sur aucun de ces deux sceaux. Le premier a une légende de 2 lignes, Shunuraralu, serviteur de Zimrilim, donc il n'y a ici ni le nom de son père, ni son titre, et on n'en connaît qu'une attestation sur un scellement de porte. Un autre sceau appartenant à Shunuraralu, qui avait été pris par Dessin comme le sceau 4 de Zimrilim, est en réalité un autre sceau de Shunuraralu, et donc on a tout d'abord le nom du roi avec une épithète, Zimrilim, roi fort, et ensuite Shunuraralu, sous-entendu, est son serviteur. On a cette empreinte sur quelques textes administratifs, un scellement de porte et une étiquette. On ne connaît pas la raison de cette dualité, mais il est bien possible que le deuxième sceau ait été donné à Shunuraralu par le roi en personne, puisque, comme je l'ai déjà dit, ce type de légende, qui commence par citer le roi avec une épithète, n'est attesté que pour des individus qui sont très proches du souverain. Par ailleurs, il semble que Shunuraralu avait épousé la princesse Napsini, c'est ce que semble montrer une lettre du chef de la garde, Manhattan, qui s'achève, donc adressée à Shunuraralu, et qui s'achève ainsi « Dame Napsini va bien, et ta maison va bien ». Nulle part, Shunuraralu n'est décrit comme secrétaire du roi, et je rappellerai simplement que ceci porte le titre de Tupshar Sakkakim. Sakkakum, c'est un mot de la racine SKK qui signifie être fermé, racine que vous connaissez déjà avec le mot sukukum, le sourd, c'est celui dont les oreilles sont fermées, et le sukukum, ça peut être également, le sakkakum, pardon, ça peut être également l'endroit qui est fermé, c'est-à-dire celui où tout le monde n'a pas accès, où ont lieu les conversations privées, je dirais, et donc le scribe du sakkakum, c'est au sens propre le secrétaire, c'est-à-dire le scribe qui est auprès du roi, y compris lors des entretiens les plus secrets. Certains auteurs avaient cru qu'au début de son règne, Zimrilim avait gardé à son service le secrétaire de Yasmaradu,
comme il l'a fait, par exemple, pour le devin Ascudum, on y reviendra, mais ce point me paraît très douteux et je pense que Shunuraralu a été en poste dès le départ. Alors, je rappellerai que la pratique de la lecture du courrier était variée selon le statut de l'expéditeur. Quand il s'agissait du courrier provenant d'un roi étranger, c'étaient ses envoyés qui en donnaient lecture lors d'une audience. Mais lorsque la lettre provenait d'un membre de la famille royale, d'un gouverneur de province ou de toute personne chargée d'une mission, c'était le secrétaire du roi qui la lui lisait. Or, ces lettres arrivaient toujours sous enveloppe, scellées au sceau de l'expéditeur, et l'enveloppe ne comportait que le nom du destinataire. On sait qu'à l'époque de Samsiadou, son secrétaire, qui s'appelait Hulalum, ouvrait à l'avance les enveloppes, et c'est comme ça qu'une fois, il s'est aperçu qu'une lettre qui avait été apportée à Samsiadou, en réalité, était destinée à son fils Yasmaradou, et il la lui fit porter. Apparemment, la plupart du temps, Shunuraralu agissait différemment. Il n'ouvrait pas à l'avance les enveloppes des lettres destinées à Zimrilim. Ça se voit par le fait que les gens lui écrivent, à côté de la lettre destinée au roi, une seconde lettre dans laquelle il résumait ou même recopiait la première. De cette façon, Shunuraralu pouvait prendre à l'avance connaissance du contenu du message qu'il aurait à lire au roi et éventuellement attirer l'attention de celui-ci sur tel ou tel point. Ces pairs avaient été réunis par Jack Sasson dans un article de 1988, on en possède aujourd'hui d'autres. En voici un exemple. Elles ont été écrites par un militaire qui s'appelle Yamtsum. La première est destinée au roi. Au sujet des moutons et de leurs bergers appartenant à Tsuratan, que les Turukéens ont emportés, un messager d'Ascuradou est allé avec Tsuratan chez Zaziya, le roi des Turukéens. Voici ce qu'il leur a répondu. De même que dans le district de Karana, j'ai emporté des moutons, et puis la fin de la lettre a disparu, et on a la lettre parallèle adressée par le même Yamtsum à Shunuraralu, au sujet des moutons et de leurs bergers appartenant à Tsuratan, que les Turukéens ont emportés, un messager d'Ascuradou est allé avec Tsuratan chez Zaziya. Voici ce qu'il leur a répondu. De même que dans le district de Karana, j'ai emporté tes moutons, à présent je recommencerai à en emporter. Ici, la lettre est un peu mieux conservée, et vous voyez que la seule différence entre les deux lettres, c'est l'ajout dans la lettre au roi du titre de Zaziya, roi des Turukéens. Parfois, les expéditeurs avertissaient Shunuraralu du fait qu'ils envoyaient au roi une lettre, mais sans en recopier le contenu. C'est le cas, par exemple, de cette missive de Zakira Hamou, qui était en poste à Katunan, sur le Rabour, et qui s'achève ainsi. À présent, si je recense ce district, pas un homme ne voudra demeurer dans ce district. J'ai donc dicté une tablette... Pardon pour le E. J'ai donc dicté une tablette et je l'ai adressée au roi. Écoute cette tablette et attire sur elle l'attention du roi. Si tu es vraiment mon ami, fais en sorte que l'on ne fasse pas partir les habitants de ce district et que je ne sois pas discrédité. Autre chose, voici que j'ai fait porter au roi, il y a aussi ta part, les truffes que l'on m'a apportées. Et donc voilà encore un exemple de missive qui s'achève par l'annonce de l'envoi d'un présent. Un autre exemple, autre chose, tu m'as parlé ainsi. Fais-moi porter les guêtres de bonne qualité que tu verras. Je vois des guêtres, mais elles sont très petites. Si vraiment, présentement, ton messager vient de partir, fais-moi porter les dimensions de tes pieds afin que je puisse t'envoyer des guêtres de bonne qualité. Écris-moi, en outre, ce dont tu as besoin. Renvoie-moi rapidement les porteurs de mes tablettes, qu'ils ne soient pas retenus, et on pourrait multiplier les références. Cette pratique de deux lettres en paire, l'une adressée au roi, l'autre à son secrétaire, donc s'explique au mieux si l'enveloppe des lettres adressées à Zimrilim était brisée en présence du souverain. Mais il n'y avait pas forcément de deuxième lettre à Shunuraralu. Par exemple, Yasim Sumu
dont on reparlera la semaine prochaine, écrivit au secrétaire du roi ceci: « Voilà que je fais porter chez le roi une tablette concernant le passage de Yamratsel. » Il s'agit d'un roi étranger de passage par Marie en l'absence de Zimrilim. « Fais écouter cette tablette par le roi et fais-moi porter la réponse à ma tablette. » Certains correspondants accusent implicitement Shunraralu de censurer certaines parties des lettres qu'ils adressent au roi. C'est le cas du général Yassim Dagan, qui se plaint de manière plus générale du caractère dissymétrique de la correspondance échangée avec le roi et qui met en cause le secrétaire de Zimrilim. Dit à Shunraralu, ainsi parle Yassim Dagan, « Toute information que je peux avoir, j'en envoie une version détaillée chez le roi. Or, si une lettre du roi arrive chez moi, c'est pour me dire « Vu que l'arrivée de un tel est proche, je ne t'ai pas écrit en détail. » Aussi bien, lorsque le roi m'a envoyé une tablette que lorsque Hammurabi, l'ayant reçue, en a envoyé réponse chez moi, je n'ai pas de quoi répondre ce qu'il faut. Et qui fait un messager rapide, que tu emploies des garçons d'écurie à toi, écrivant toi-même, ou que tu emploies des serviteurs à toi, apprenant ce qu'il faut dire à quelqu'un, on n'est pas prolixe d'écriture en écrivant. Je suis peut-être une outre vide, méprisée, mais des grands rois que j'ai servis, j'ai su me faire estimer. Et la lettre s'achève par cette mention intéressante. Je voudrais bien lire cette tablette-ci à Monseigneur et la lui faire entendre. Autrement dit, une fois de plus, Yassim Dagan suppose que le secrétaire du roi va édulcorer ses propos et il aurait souhaité pouvoir, on dirait aujourd'hui, téléphoner au souverain. Donc, le général regrette le filtre que semble constituer parfois le secrétaire du roi et accuse celui-ci de censurer le courrier qu'il adresse à Zimrilim. Il y a d'autres personnes, au contraire, qui flattent le secrétaire du monarque, comme Shadoum Laboua, qui lui écrit ceci: « Lorsque je me trouvais à Marie auprès de Monseigneur et que tu étais mon ami et que tu combattais de mon côté, j'ai pu constater ta puissance. Tout ce que tu disais devant Monseigneur était agréé, rien ne passait outre ton avis. » Enfin, une lettre d'Ibaladou montre que les messages envoyés à Zimrilim par des rois étrangers pouvaient être au préalable écoutés par son secrétaire, même lorsqu'ils étaient transmis par oral et non sous forme d'une tablette. En témoigne cette lettre: « Voilà que je t'ai transmis un rapport complet par Ladinadou, prête grande attention à son rapport et conduis-le devant le roi. » Alors, de façon générale, on a surtout mis l'accent sur le rôle passif de Shunraralu comme lecteur du courrier adressé au roi, mais l'autre aspect de son travail auprès de Zimrilim a souvent été négligé, tout simplement parce qu'il n'est pas décrit, c'est celui de scripteur de ces lettres. Alors, je rappellerai les conditions dans lesquelles la correspondance était rédigée à cette époque. Vous vous rappelez qu'en 2017, il y a eu un cours complet à ce sujet. Il pouvait s'agir de dictée, mais il y a une autre façon de faire qui est attestée. Elle consistait, par l'expéditeur de la lettre, à dire en gros le contenu du message à écrire à son secrétaire, et puis c'est celui-ci qui prenait rapidement des notes et qui ensuite se chargeait de la formulation détaillée de la lettre. Et on a retrouvé quelques-unes de ces notes qui ont été décrites comme des mémorandums. Et puis, il y a quand même une lettre qui décrit le processus que je viens d'indiquer. Elle a été envoyée par Inibshari, une des filles de Zimrilim, dont je n'ai pas encore parlé, qui avait été donnée en mariage à Ibaladou, le roi d'Ashlaka. Et voici le passage en question. Dis à Shunraralu, ainsi parle Inibshari, ta sœur. À propos de ce que je t'ai écrit, voilà qu'on a fait porter la contredote chez le roi, mon seigneur. Arrange cette affaire, et par ailleurs donne de la force à mon affaire. Lorsque le roi t'aura donné les grandes lignes de la tablette, écris de fermes propos sur la tablette et fais-la lui porter.
et Aïtourasdou place pour lui de fermes propos à mon sujet par devant le roi. Et donc on voit que Inibshari prend une double précaution. Elle souhaite d'abord que la tablette destinée à son mari Ibaladou soit rédigée en termes fermes et que le porteur du message, Itourasdou, reçoive également des consignes de fermeté lorsque Zimrilim l'enverra en mission auprès de Ibaladou, puisque c'est lui qui devait lire la lettre du roi de Mari. Comme je l'ai déjà indiqué, nous n'avons que relativement peu de lettres écrites par Zimrilim, donc des lettres expédiées en son nom et à son sceau. Au total, 75 ont actuellement été publiées, et donc je suppose que la majorité, sinon la totalité d'entre elles, sont de la main de Shunuraralu. Et une étude récente, faite par Marine Béranger, se révèle très intéressante. Elle a procédé à la comparaison du travail de Shunuraralu, le secrétaire de Zimrilim, avec le travail du secrétaire de Hammurabi à Babylone, dont on connaît l'identité, et cela permet de voir les variantes qui peuvent exister dans le syllabaire utilisé par chacun des deux hommes, dans les tournures qui sont employées, mais je n'insiste pas parce que le temps passe. Et je voudrais insister sur la position de Shunuraralu auprès du roi, qui avait comme conséquence que de nombreux individus lui écrivaient pour qu'il intercède en leur faveur. Et on a une autre lettre de Inibshari à Shunuraralu qui comporte ce passage « Que Belet et Kalim te protègent dans ta position, et puisses-tu rendre bonne ma réputation par devant le roi. » Par ailleurs, on a une phrase standard dans les lettres adressées à Shunuraralu qui résume bien ce rôle d'intercesseur, attire l'attention du roi, Sharram Shukil. Un exemple peut être trouvé dans une lettre de Hammurabi, qui était un personnage important dans la région du Soukoum, sur l'Euphrate, en aval de Mari. Dis à mon père Shunuraralu, ainsi parle ton fils Hammurabi, que Dagan et Itourmer te fassent vivre pour l'amour de moi. Donc, on voit par cette adresse que Hammurabi souhaite d'abord marquer la supériorité hiérarchique de son interlocuteur. Il se situe dans une relation de fils à père, ces termes n'étant pas à prendre, bien sûr, au premier degré. Et la bénédiction est intéressante. En principe, on n'a jamais de bénédiction dans les lettres adressées au roi, mais on les trouve dans les lettres adressées entre des particuliers. Et le choix des dieux est significatif puisqu'il s'agit des divinités qui protègent le royaume de Mari, Dagan, d'une part, et le dieu de la capitale, Itourmer, d'autre part. Donc ce sont les dieux du destinataire et non pas ceux de l'expéditeur qui sont invoqués. Hammurabi rentre ensuite dans le vif du sujet. Son problème tient au fait que Hammurabi de Babylone s'est emparé d'un jeune homme nommé Puzurmamma et des biens de celui-ci. Et j'attire simplement l'attention sur le fait que, à la fin de la lettre, on a à nouveau la mention d'un cadeau, mais cette fois-ci, il s'agit de personnel. À propos du cuisinier dont mon père m'a parlé, je recherche un cuisinier fiable, je ne suis pas négligent. Et donc on voit dans la lettre que Hammurabi souhaitait que Zimrilim ne faiblisse pas devant un premier refus de Hammurabi, et donc c'était à Shunuraralu de pousser le roi à écrire une nouvelle fois au roi de Babylone à propos d'un sujet pour lequel il avait déjà eu un refus. Shunuraralu reçut un jour une lettre d'Ibalpierre, un des grands chefs nomades du royaume de Mari, où il était question du degré de publicité à donner au courrier reçu du roi. Le contexte est celui d'une campagne militaire au moment où Ibalpiel dirigeait le contingent mariote envoyé à l'aide des Babyloniens. Je cite. « Toi, tu sais bien qu'à 2 reprises, notre Seigneur nous a fait des reproches au cours de notre assemblée en ces termes.
Pourquoi donc s'ébruite un propos confidentiel que je vous tiens? Voilà les reproches que nous a fait notre Seigneur. Aujourd'hui, ces paroles me font peur, et je ne fais écouter par aucun de ses serviteurs les tablettes de mon Seigneur qui m'arrivent. Or, précédemment, j'ai écrit à ce sujet à mon Seigneur en ces termes. Il faudrait que mon Seigneur fasse recopier pour moi sur une tablette les noms de tous les individus à qui je dois faire écouter les tablettes de mon Seigneur, et qu'il me la fasse porter, afin que je puisse faire ce que mon Seigneur m'écrira. Voilà ce que j'ai écrit à mon Seigneur, or il ne m'y a nullement répondu. À présent, il ne faudrait pas que, si je fais écouter par quelqu'un une tablette de mon Seigneur et que l'affaire soit divulguée, je m'en trouve mal. Ou bien, si je ne la fais pas écouter par les serviteurs de mon Seigneur et qu'il survienne un problème, il ne faudrait pas que mon Seigneur me dise « Pourquoi donc ne l'as-tu pas fait écouter par mes serviteurs et ne vous êtes-vous pas entretenu de l'affaire que j'ai écrite ?» Je redoute pour moi les deux possibilités. À présent, si tu es vraiment mon ami, attire l'attention du roi. Fais recopier pour moi sur un document les noms de tous les individus à qui je dois faire écouter les tablettes de mon Seigneur et fais-la moi porter. Puissais-je constater en l'occurrence ta confraternité et ton amitié. Le texte est suffisamment bien rédigé pour n'avoir guère besoin de commentaires. Je regrette simplement que nous ne possédions pas la réponse de Shunuraralu. Je l'ai dit, en raison de son rôle, Shunuraralu devait constamment être auprès du roi, et il y a peu de moments où tel ne fut pas le cas. Le premier remonte au moment de l'invasion élamite. On a organisé de grands serments prêtés par toute la population du royaume, et on a une lettre de Shunuraralu qui est tout à fait intéressante. Je cite. « Une fois que nous eûmes fait prêter le serment par le Dieu à l'extérieur, et alors que nous pénétrions dans la ville de Mari, à la suite des dieux, à la porte d'Annonitum, un homme, serviteur d'un particulier, qui avait été arrêté, se trouvait entravé. Il nous a bloqués et il nous a parlé ainsi. Quand l'armée élamite eut dévoré tout le pays du Shubartum, nous avons appris la nouvelle que le roi allait monter en campagne contre les Élamites. Et la mère d'Igmilsin, mon maître, a tenu ce discours à Igmilsin, mon maître. Il, c'est-à-dire Zimrilim, va monter contre les Élamites. Ta maisonnée, autant qu'il y en a, doit entrer dans des places fortes et nous y attendre. Voilà ce qu'elle a dit à son fils. Il lui a répondu « Va habiter des places fortes, verras-tu ainsi ton salut ?» C'est à cause des mauvaises nouvelles relatives à Dursumouépour qu'il a ainsi parlé à sa mère. Sa mère, cependant, a pris peur et est partie. Mais tous les hommes vont aller avec lui, en disant « Je veux aller au-devant des ennemis du roi. Puissais-je faire obstacle aux Élamites? Puissais-je atteindre mon but? Et si l'ennemi s'approche, aussitôt, je veux lui tenir ce discours. Je vais t'humilier et sauver ma maison pour avoir une grande renommée. » Voilà pourquoi il n'a pas été d'accord avec sa mère. À présent, un homme dans sa parentèle, et puis la fin de la tablette est perdue. Alors, vous avez ici un exemple tout à fait extraordinaire d'emboîtement de citations dans les citations dans les citations, et il n'est pas toujours commode de voir où cela s'arrête, puisque les discours sont systématiquement introduits, mais pas toujours clos par une formule, et par ailleurs, la tablette est dans un état de conservation assez médiocre. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Shunuraralu, pour une fois, n'était pas auprès du roi, et dans cette lettre, il tenait à informer le souverain de l'état d'esprit de la population et, en l'occurrence, mettre en contraste certaines personnes qui avaient peur avec d'autres qui, au contraire, étaient pleins de flammes pour aller combattre l'ennemi. Autre exemple, une mission effectuée par Shunuraralu qui le conduisit à Alep pour négocier l'affaire très compliquée concernant la ville d'Alartum, dont Jean-Marie Durand a publié le dossier dans Florilegium Marianum 7 en 2002. Alors, cette affaire, je la garde pour l'année prochaine, lorsque nous poursuivrons notre galerie de portraits, mais cette fois en dehors du royaume de Marie. J'indiquerai simplement que cette mission peut être datée grâce à un texte de comptabilité qui enregistre des jarres de vin et de miel et qui commence par 18 jarres de vin de Samoum, 12 jarres de miel que Shunuraralu a apporté
depuis Alep, et le texte date du 2e jour, du 10e mois de l'an 11 de Zimrilim. Donc la mission a dû avoir lieu juste avant, et il s'agit du présent qui est ramené par le négociateur de la part du roi d'Alep. Darish Libour, Puzur Shamash, Shunur Haralou, voilà 3 personnes qui sont plutôt des hommes de l'ombre, qui jouèrent assurément un rôle très important. C'est plus visible pour le secrétaire du roi. Ces 2 collègues, n'ayant guère laissé de lettres, nous sont beaucoup moins bien connus, mais vous voyez malgré tout qu'on arrive à bien reconstituer leurs activités. La semaine prochaine, le cours sera consacré à d'autres proches du roi que nous désignons par le terme moderne de ministre. Je vous remercie de votre attention.